Geneviève, bonjour. Bonjour Charlotte. Avant de commencer, je voudrais vous parler des quiz qui suivent toutes les interviews. Les quiz sont un jeu de vitesse. Si vous acceptez d'y participer, les règles sont les suivantes. Je lis les questions rapidement, aussi clairement que je peux. Vous devez réagir vite et sans délai, en répétant le choix qui vous convient, qui est juste ou qui vous amuse. Vous pouvez également dire « je passe ». Mais vous ne pouvez pas commenter la question, ça, c'est après entre amis si vous le voulez. Vous pouvez aussi refuser de jouer avec moi, mais je serai très triste. Oh non, on va pas commencer comme ça. Guillaume Geneviève, vous êtes un personnage considérable. J'ai consulté nos archives et on vous voit, tout d'abord, sociologue, mais semble-t-il, en 1968, vous êtes à Paris sur les barricades avec un ami iranien dont je n'ai pas retrouvé le nom. On ne sait pas si vous avez lancé des pavés sur les CRS, mais on voit que vous avez déjà l'esprit d'un jeune révolutionnaire. À ce moment-là, à Genève, vous participez aux plateformes culturelles des séances organisées par des animateurs gauchistes et c'est vous qui faites venir à Genève le groupe de théâtre marginal le plus contesté qui s'appelle le Living Theatre. Je crois savoir que c'est Jacques Guionnet qui vous aide à vaincre un ministre qui voulait interdire la manifestation. Le temps passe et toujours imprévisible, vous devenez cadre chez Chrysler et c'est vous qui vendez une grande limousine au pape. Vous vous consacrez également à votre passion, le théâtre. C'est peut-être Jacques Guionnet qui vous fait monter sur les planches pour la première fois, mais vous vous rattrapez vite en faisant de lui le musicien en live de la grande scène de Maïakovski où il joue en direct d'un orgue électronique. Après, vous avancez avec vos camarades Philippe Monta et François Simon. Il me semble que vous êtes un des pionniers du fameux théâtre de Carouge. Je vous vois dans le cartel du théâtre et de la musique qui a pour mission d'obtenir de l'argent de la ville et de l'État de Genève. Après, je perds votre trace. Mais vous réapparaissez quand même dans l'équipe de départ de la télévision suisse romande et, excusez du peu, comme directeur général de la télévision suisse romande. Enfin, vous créez un observatoire général des médias dans le monde et last but not least, vous devenez écrivain et à ce niveau, vous êtes maintenant connu comme l'un des plus grands spécialistes au monde de Jean-Jacques Rousseau. Voilà, je crois que vous parlerez d'un éventuel aspect rousseauiste dans les livres de Jacques Guionnet. Je suis très impatiente de vous entendre. Merci pour cette biographie sensationnelle. Alors vous m'avez coupé tous mes effets parce que je voulais dire que en ce moment, au Salon du Livre, il y a un livre qui parle de Jacques Guionnet qui n'a rien à voir avec les éditions de la Margelle. C'est le livre du vieux politicien socialiste Albert Roderick qui raconte ses souvenirs. Ça s'appelle Les éclusiers de la porte étroite chez Slaktin. Et si on ouvre à une page que j'ai marquée parce que sinon ça serait un peu trop long, on tombe précisément sur ce fameux Maïakovski dont Jacques Guionnet faisait la musique, non pas à l'orgue électronique, mais au piano et à la clavioline, qui est une espèce d'orgue électronique, effectivement, et où il y avait toutes sortes de gens. Il y avait Albert Roderick, futur socialiste, le futur banquier Selman Selvi, le futur directeur du HCR, Daniel Orr, qui a changé de nom depuis, qui s'appelle maintenant Alessandro Casella, on ne le reconnaît pas du tout, et enfin plein d'autres gens qui ont fait des carrières tout à fait extraordinaires. Voilà. Et c'est vrai que c'est Jacques qui m'a fait débuter au théâtre dans un festival qui s'appelait le Festival des Sept. Et voilà. Donc moi j'ai connu Jacques comme homme de scène, j'ai connu Jacques comme musicien, et j'ai connu Jacques ensuite comme bien sûr ce grand animateur de la musique moderne à Genève, où le studio de musique contemporaine a quasiment animé toute la vie musicale pendant 20 ans. 25, voilà. Et puis tout d'un coup, il a véritablement disparu. Après, je me souviens de cette grande fête au château des Avenières, et puis après, il y a eu un grand moment de silence. Pour le voir revenir comme maintenant écrivain, alors avec
combien? 40 livres qu'il y a ici? 28. 28, mais il y en a au moins 100 en gestation, on le voit dans des... Il y en a d'autres. Il y en a d'autres en gestation. Et puis, avec cette annonce extraordinaire, à plus de 80 ans, vais-je entamer une nouvelle carrière? La réponse est oui. Définitivement oui, c'est ce que j'ai lu dans le dernier ouvrage là qui a paru, Catalogue de la colère et des vecteurs féminins. Alors voilà, c'est cet homme qui nous surprendra toujours, dont on va parler aujourd'hui. Oui, c'est une carrière de dessin vectoriel, et c'est dans l'avant-dernier livre. Voilà. Et il me semble effectivement qu'aujourd'hui, dans la modernité, qui a toujours été une de tes grandes préoccupations, être l'homme qui a l'air du temps, qui sent les choses, alors l'idée du passage de la musique au texte, aux images, est une chose assez importante. Dans le très beau livre d'hommage à ta femme Geneviève Calame, qui est malheureusement décédée et qui crée une espèce de rupture dans ta vie et dans ta carrière, dans ce livre sur Geneviève Calame, on est aussi beaucoup sur les images et la musique qui se mêlent. Il y a un texte de René Berger qui est très joli. Et Michel Butor, que je crois que tu avais aussi invité aujourd'hui. Oui, qui malheureusement a disparu. Voilà. Mais Michel Butor disait une chose assez jolie que j'ai retrouvée ici. Où est-ce que je l'ai trouvé? Là, bon, je le trouve juste pas maintenant, mais c'est égal. Michel Butor dit une chose assez jolie, que le texte, si on fait des images et de la musique, finalement ça donne de la littérature. Alors je trouve que c'est une idée qui est assez bien dans ton modèle. Tu dis je suis devenu un opéra fabuleux, mais dans cet opéra fabuleux, il y a toutes ces dimensions. La musique, le texte, les images, tout ça se combine. Oui, c'est-à-dire qu'à la fin de mon œuvre littéraire, on voit l'image envahir le livre. Dans l'enfer des philosophes, il y a beaucoup d'images. Voilà. Et à la fin, il y a beaucoup d'images. Et c'est une polyphonie avec le texte. Voilà, et c'est ça qui me semble une chose très caractéristique de Jacques. Alors oui, le rapport aux citoyens de Genève, bon, il faut bien le dire, Rousseau, c'est le plus grand écrivain de la langue française, alors on ne peut pas facilement se comparer à des gens qui sont de cette dimension-là. Mais malgré tout, il y a un certain nombre de choses qui existent et qui font qu'on peut peut-être faire quand même une espèce de comparaison. D'abord, il y a le fait que Rousseau aussi était un musicien. À 40 ans, Rousseau n'avait jamais pas écrit une ligne, c'était un musicien. Et il a commencé à écrire à 40 ans, donc là, il y a déjà un rapport. Ensuite, il y a chez Rousseau ce désir d'être un homme de son temps qui connaît tout son temps. C'est un savant extraordinaire, il a écrit 2000 pages sur la chimie. Bon, Jacques n'a pas écrit 2000 pages sur la physique, Non, je l'ai pratiqué. Tu aurais dû le pratiquer quand même, il aurait pu le faire pratiquer. Donc voilà, et puis il y a ce désir de refléter son temps. Tu dis une chose très, très juste à propos dans ton hommage à Boulez, tu dis il a été l'homme de ce temps, il a exprimé ce temps. Et c'est bien ce que tu souhaites faire toi aussi. Et à propos de Boulez, il y a une chose particulière dans cet hommage, je crois que c'est dans le catalogue de la colère. C'est là, au début. Il y a une chose particulière, c'est que je crois que je suis le seul, dans toute la Smala qui parle de Boulez, et notamment des gens de Paris, je suis le seul à avoir dit quelque chose de tendre sur lui, parce que je l'ai connu au bon moment. Je ne lui ai jamais rien demandé de pouvoir, et on s'est extraordinairement bien entendu. Je montais dans la forêt noire jusqu'à Baden-Baden pour le voir, et il était merveilleusement gentil. Moi, en même temps, j'ai tout appris. Par contre, là, par la suite, les gens qui étaient avec Boulez n'ont pas cessé de se bagarrer avec lui. Oui, parce qu'il était très autoritaire. Il y avait une dimension de pouvoir. Voilà. Mais c'est très joli ce que tu dis. Même si je n'en ai pas l'air dans mes livres, je suis aussi pudique que toi. Alors ça c'est assez joli parce que c'est vrai qu'on ne pense pas à toi comme un être pudique. Non, alors c'est joli de dire ça. Et alors, et ça se termine par, il dit à Boulez, tu as superbement écrit ce temps. Et je crois que quelque part, c'est ce que tu voudrais faire toi-même. Oui, et il a fallu qu'il soit mort pour que je tutoie. Ça c'est très joli aussi. Alors l'autre dimension qui est amusante par rapport à Rousseau, c'est le problème de Genève, n'est-ce pas? Genève est toujours chez Jacques Guyonnet une espèce de trou noir, une espèce de quelque chose par rapport à laquelle on se situe, mais on ne sait jamais très bien comment faire. Alors sur Genève, il dit des choses extraordinaires. Dans une ville comme Genève, dès que je pointe le bout de mon nez, c'est la conjuration immédiate.
la dictature de la médiocrité et du conforme tentera chaque fois de m'étouffer, Rousseau aurait pu dire la même chose. Elle n'y parviendra pas, mais elle aura bien essayé. C'est qui dit ça? C'est toi, je te cite. Elle peut, mais je veux dire, Rousseau aurait pu le dire. Elle peut me censurer, elle s'en prive pas, mais le monde me reconnaîtra. Pas mal. Ensuite, il dit, plus gentiment, je faisais tout pour faire chier l'establishment genevois. C'est pour ça que quand... Mais en même temps, il était dedans. Il le faisait chier, mais il était dedans. Moi, quand j'ai eu besoin d'une caution pour faire venir le Living Theatre, malgré l'opposition de la police et de tout le monde, j'ai téléphoné à Jacques, qui immédiatement a aligné une série de personnalités avec des noms retentissants, dont André de Blonay en tête, contre lesquels plus personne ne pouvait rien faire. Donc c'est assez amusant. À un moment donné, tu étais le roi de Genève. Et ensuite, tu étais isolé. Par rapport à Genève, j'ai un côté napoléonien, en ce sens qu'on ne m'a pas mis de couronne sur la tête, mais c'est moi qui me la posais. Voilà. Mais grâce aux gens qui m'aidaient, qui me suivaient. Personnellement, le pouvoir ne m'intéresse pas. C'est très bien ça. Alors, voilà qu'est-ce qu'on pouvait dire encore sur, on va dire, toutes sortes de choses. Un autre point qui est intéressant dans l'œuvre de Jacques Lyonnais, c'est que donc il y a Genève qui est là comme une espèce de chose avec laquelle on a toujours un problème. Et puis il y a l'autre aspect, c'est les États-Unis. Les États-Unis qui sont à la fois le rêve et tout ce qui ne va pas. Et chez Lyonnais, c'est un peu comme chez Rousseau, où c'était Paris, tout ce qu'il y a de mauvais, mais en même temps, on est à Paris, on ne peut pas ne pas être à Paris. Et Jacques se situe sans arrêt par rapport aux États-Unis. À Paris et aux États-Unis. Oui. Mais plus aux États-Unis. J'ai une période américaine. Ah oui. Un pays qui est si jeune, si totalement adonné au culte de l'argent et du paraître, qu'il en vient à perdre son âme et jusqu'au reflet de son identité, ne peut quand même pas être absolument mauvais. Voilà, citation de Jacques Lyonnais. Oui, je me souviens d'une autre, ils ont mis Dieu sur le trottoir et ils l'ont traité comme une pute. Voilà. Et puis alors aussi, ça c'est quelque chose d'assez forte, en parlant de djihad, force nous est de constater qu'il n'existe aucune différence structurelle entre les positions de l'Amérique et l'islam. Les deux ont défini le mal, les deux incarnent le bien et parlent au nom de Dieu, les deux détruisent les infidèles, les deux oppressent la femme et perpétuent les injustices sociales. Alors ça, une accusation aussi forte contre les États-Unis, c'est brûlant, hein, c'est très osé. Ouais. Oui, mais en même temps, tu les adores. Mais, non, mais je fais partie de cette génération qui a été amoureuse des États-Unis, comme toi. Et puis à un moment donné, surtout quand arrive un type comme Bush, c'est la grande désillusion. C'est le chagrin d'amour. Les États-Unis deviennent l'horreur, le mal. Voilà. Mais au début, j'ai adoré. D'ailleurs, je vais quand même dire une chose. Je déteste l'Amérique, mais j'adore les Américains. Et je m'entends très bien avec eux. Voilà. Chaque fois qu'on y est, avec les Américains, c'est merveilleux. Le peuple américain. C'est pour ça que je voulais écrire un bouquin qui s'appellerait 300 millions d'otages. Je l'ai pas fait, mais on comprend ce que ça veut dire. Oui, tout à fait. 300 millions d'otages. Alors, il y a beaucoup d'autres sujets qu'on pourrait évidemment aborder. Bon, le Salon du Livre t'a rendu hommage en mettant cette affiche, en disant sur la philosophie, on montre une tête de chien. Et c'est toi qui as dit mon chien aura été mon meilleur professeur de philosophie. Et il continue. Et il continue de l'être. Voilà. Et c'est Profondeur, celle qui s'appelle Profondeur, c'est-à-dire Geneviève Callan, qui t'a amené au chien en réalité. Non, j'ai eu 2 cockers avant, et ensuite une lignée de 7 setters. J'ai été avec des chiens pendant 60 ans. Voilà. Jusqu'à maintenant. C'est bien, c'est une bonne compagnie. Ça dure. Alors, à part les chiens, tout de même, le grand sujet, c'est les femmes. Hein. Il n'y a quand même pas de doute. What else? Oui, what else? Voilà, exactement. Voilà. Il y a ou l'espresso ou les femmes. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, tu as dit des choses, je vais naturellement pas les trouver au moment où j'en ai besoin. Je n'étais qu'un îlot battu par le ressac des femmes. C'est vrai. Voilà. Et en même temps, tu dis le mal, c'est le mal. Alors, il n'y a pas plus mal que toi. Moi qui suis plus féminin que toi, je pense que quand même que tu es un mâle, toi. Alors là, on aura tout entendu. On aura tout entendu. Non. Provocation, il est drôle. Non, moi, nous sommes, toi et moi, et eux aussi, nous sommes des hommes féminins.
certain. Un C'est petit l'homme peu. qui a assumé sa partie féminine et qui parle avec les femmes. Est-ce que Charlotte, est-ce que vous avez un côté masculin? Mais- Oui, très oui, bien, très bien. certainement, oui. Très bien, Oui, voilà. oui. Et c'est pour ça Comme que- tout le c'est monde, pour ça je qu'on va pense. dire. Comme tout le monde, alors. On est aussi un peu masculin, donc. Oui. Comme Ouais. toute femme. Eh ouais, bah, c'est une bonne complémentarité. Par contre, dans mes livres, les hommes qui n'ont pas assumé ce côté s'appellent des carburateurs. Oh, c'est pas mal, c'est du carburateur. Très bien. Alors, il y a juste un tout petit détail, c'est que heureusement qu'il y a vous, Charlotte, parce qu'autrement, dans le panel qui a été constitué aujourd'hui, les gens qui vont parler, etc., il n'y a pas beaucoup de femmes. Hein. Ah ouais, ça, Eh oui. c'est un peu dommage. Ça. En effet. Faut y penser la prochaine fois. Aujourd'hui, c'est très mal vu, ça. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Jacques Guillonnet, alors là, c'est aussi un rapport avec Rousseau. Toute son œuvre n'est qu'une immense autobiographie. Il n'y a pas, avec des variations, etc., mais tout revient toujours à travers soi-même. En se présentant soi-même, on peut présenter aussi le monde entier. Oui, alors les choses que je raconte, généralement me sont arrivées. Voilà, le voyage quand je vole un chasseur américain qu'on atterrit à Ibiza, je l'ai fait avec mon avion. Voilà, non, pas dans un chasseur volé, bien entendu. Il y a toujours, pour moi, pensons un instant à Umberto Eco, voilà, le module séminal, il y en a beaucoup dans mon œuvre et ce que je raconte vient toujours d'une chose pratique. Voilà, et ce qui est très frappant aussi, c'est le fait que tu dis l'imagination, mais la réalité, c'est ce qu'on imagine, c'est quand même vrai. Donc tout ce qu'on imagine, ça fait partie de soi, et donc ça fait partie de la réalité. Et je me décris personnellement comme un homme sans imagination, mais qui sait bien juxtaposer les choses. Voilà, c'est-à-dire que toi, tu sais prendre des tas de choses dans les expériences que tu as pu faire, les choses que tu as lues, les mettre ensemble par des bribes et en faire quelque chose. Voilà, un peu comme tu fais tes dessins vectoriels, tu les mets comme ça ensemble et puis tu les lâches et ça finit par donner quelque chose. Voilà. Et quand tu parlais de ta musique, tu en parlais aussi un peu comme ça, de la nécessité de faire des instants, de les mettre ensemble et de leur donner une forme. C'est la différence avec Umberto Eco, parce que lui, pour écrire un bouquin, il passe 1 an, 2 ans, 3 ans à voyager, à lire, à faire des notes. Et moi, je vois comme une petite boule blanche qui s'approche, c'est le livre. Et il suffit simplement d'aller dedans et puis d'écrire ce qui est déjà fait. C'est du travail, ça se fait à l'intérieur. En informatique, on appelle ça un processus batch. Batch processing. Voilà. Est-ce que nous passons au quiz? Alors c'est l'heure du quiz, non? Le quiz. Alors, allons-y. Guillaume Chenevière, si vous étiez une femme, vous seriez une femme de ménage, une présidente, une déesse, un symbole de la révolution, une stressée. Stressé? Stressé. Guillaume Chenevière, si vous étiez un animal, vous seriez un rat, un lapin, un ichthyosaure, un tigre, un banquier. Ah, pas un banquier, non alors. Un lapin, ça me plaît pas non plus tellement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme animal? Un rat, un ichthyosaure, un tigre. Un rat. Guillaume Chenevière, si vous étiez employé par la TV, vous seriez cadreur, régisseur, patron ou l'ombre qui passe en silence dans le labyrinthe. J'aime le dernier, me plaît le plus. Donc, Guillaume Chenevière, si vous étiez homme de finance, vous seriez dans les futurs, le forex, le marché actionnaire, les CDS ou garçon d'ascenseur. garçon d'ascenseur. Guillaume Chenevière, question révolutionnaire. Vous préférez mourir comme Lénine, François Hollande, Jeanne of Arc, Che Guevara? Ah, évidemment, tout le monde voudrait mourir comme Che Guevara, forcément. Ouais. Trop facile, ça. Guillaume Chenevière, question d'écriture maintenant. Vous préféreriez réécrire la Genèse, le contrat social, les stances à Satan, un édito du temps, l'Apocalypse? La jeunesse. Guillaume Chenevière, dans quel lieu aimeriez-vous vivre? Paris, Séoul, Plan-les-Ouates, Mossoul, Boumplitz, Moscou, la rue Neuve du Moulin.
La rue Neuve-du-Mollard comme elle était autrefois. Maintenant, il n'y a plus de rue Neuve-du-Mollard. Oui. Dernière question. Votre animal de compagnie est un chat, chien, journaliste, requin, moustique. Aïe, 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 aïe. Bon, malheureusement, c'est le chien. Moi aussi, j'ai un chien. Merci. Votre total prévisionnel paraîtra demain sur Channel 66, la fréquence nette qui donne des cauchemars à Google. Je suis ravie et super honorée d'avoir parlé avec vous. Moi aussi, ça a été un grand plaisir. Merci.